Bonjour à tous, il est 15 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui les travaux du Conseil des ministres. Et 2 semaines d'action coup de poing dans le monde concernant le climat. Bonjour à tous. Sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue aujourd'hui la 16e séance du Conseil des ministres. 5 questions étaient donc à l'ordre du jour de cette séance. Écoutons pour plus de précision le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 16e séance du Conseil des ministres en ce mardi 8 octobre 2019. Étaient inscrits à l'ordre du jour 5 questions, 2 projets de décret et 3 projets d'arrêté. La première question est relative à un projet de décret portant création d'un dispositif de suivi-évaluation des politiques publiques prioritaires à la primature. Afin de garantir une meilleure implication dans l'atteinte des objectifs, le gouvernement a jugé nécessaire de donner une plus forte impulsion aux politiques publiques permettant une exécution diligente des réformes, des projets et des programmes prioritaires tenant compte des impératifs de résultats et des exigences en matière de reddition des comptes. Pour ce faire, à la demande expresse du président de la République, il a été jugé indispensable de mettre en place un cadre harmonisé pour le suivi-évaluation de la performance des politiques publiques. Ce cadre doit servir d'instrument pour asseoir une meilleure coordination des mécanismes et dispositifs de suivi-évaluation et de partage des résultats aux fins d'apporter les corrections et les ajustements nécessaires. Ce cadre doit faciliter également une bonne articulation entre les objectifs sectoriels et les orientations générales de la SCAP. Il s'agit, à travers ce cadre, de contribuer à la consolidation de la gestion axée sur les résultats dans l'administration publique à travers la recherche d'une meilleure adéquation des moyens juridiques, administratifs et financiers mis en œuvre pour atteindre des objectifs politiques assignés et produire les effets attendus dans les meilleurs délais. La deuxième question est relative à un projet de décret portant sur les nouveaux tarifs du réseau 4G. Dans un monde en perpétuel mouvement, les TIC se veulent aujourd'hui les outils incontournables à usage quotidien pour vivre dans la société de nos jours. L'accès au réseau Internet devient dès lors une nécessité. À Djibouti, la réduction de la fracture numérique et la démocratisation des moyens des télécommunications figurent parmi les priorités du gouvernement et de l'opérateur national qui est donc Djibouti Telecom. À travers la 4G, lancée en 2016, l'entreprise a voulu doter la population de services télécoms de qualité similaires à ceux des pays développés. Le présent projet de décret vient apporter une amélioration de la fourniture des offres de services Internet en proposant des offres inédites de la 4G+. Une nouvelle approche de consommation est prévue, notamment l'achat de plusieurs offres en parallèle sans risque de supprimer le solde précédent acheté dans un package prépayé. Les réductions de prix des packages sont également offertes tant pour la téléphonie que pour Internet, et ce pour maximiser l'accès au réseau à toute la population djiboutienne et ainsi permettre aux Djiboutiens de tirer de tous les avantages des technologies, de l'information et de la communication. Parmi les nouvelles offres, on compte un nouveau package Internet Express Plus avec une réduction du prix par mégaoctet, un package Gold avec une nouvelle tarification de la carte prépayée de 1 000 francs, la revue des allocations des SMS, mais également l'offre des bonus pour les appels, la réduction des prix pour les offres réservées aux entreprises, l'ajout d'une offre spéciale connexion pour les réseaux sociaux. Et poursuivant, donc, le porte-parole du gouvernement est revenu également sur les autres questions qui ont été examinées et adoptées lors de cette séance. Nous le réécoutons. Et donc la troisième question concerne un projet d'arrêté portant attribution de 2 parcelles de terrain sises à Balbala sur la route nationale. La première parcelle d'une superficie de 23 000 m² et la deuxième parcelle d'une superficie de 20 295 m² sont attribuées à l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, plus connue
sous l'acronyme AROLOS, à titre onéreux à raison de 1 500 francs Djibouti par mètre carré. La quatrième question concerne un projet d'arrêté accordant dérogation à la durée légale du travail aux salariés. Ce projet d'arrêté soumis à l'approbation du Conseil fixe les modalités d'exécution et les conditions d'aménagement du repos hebdomadaire prévues à l'article 97 du Code du travail, applicable à l'ensemble des salariés. Le repos hebdomadaire fait partie des droits du travailleur. Le repos hebdomadaire est une disposition obligatoire pour tout salarié. Il doit être d'au moins 24 heures consécutives durant chaque période de 6 jours de travail et en principe le vendredi ou un autre jour de la semaine. Il se cumule avec le repos journalier consécutif de 12 heures, ce qui représente dans les faits un repos d'au moins 36 heures. Le non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire est susceptible d'engendrer des pénalités pour l'entreprise contrevenante. Cependant, les dérogations au repos du vendredi sont possibles. Il est à noter que dans les entreprises et établissements dont l'ensemble des salariés ne bénéficient pas de repos hebdomadaire toute la journée du vendredi, l'employeur est tenu d'afficher lisiblement les jours et heures de repos de ses salariés. Toute modification doit par ailleurs être retranscrite sur un registre spécial mentionnant les noms, jours et fractions de journée choisis pour le repos. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté qui a pour objet de fixer le régime des dérogations à la durée légale de travail, conformément aux dispositions de l'article 87 du Code du travail. En principe, la durée légale du travail est de 48 heures de temps de travail par semaine. Mais des dérogations à ce principe de 48 heures peuvent toutefois exister compte tenu du volume et de la particularité des travaux accomplis par le travailleur. Des dérogations à la durée de travail peuvent être temporaires ou permanentes et les heures accomplies au-delà de 48 heures sont rémunérées comme heures supplémentaires. En fin de séance, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont présenté leurs condoléances au président de la République suite au décès de son frère, M. Saad Omar Guelleh, qu'Allah l'accueille en son paradis. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et justement, suite au décès de feu Saad Omar Guelleh, frère donc de notre président Ismaël Omar Guelleh, survenu hier à Paris, de nombreux messages de condoléances affluent à la rédaction centrale de la RTD. La nation djiboutienne et la communauté portuaire a perdu hier un homme exceptionnel d'une grande valeur. Feu Saad Omar Guelleh a œuvré pendant plus de 40 ans au développement des ports de notre pays. En apprenant cette douloureuse disparition, le Premier ministre Abdelkader Kamil, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, adresse leurs condoléances les plus attristées au président de la République, à la famille et aux proches du défunt. L'ancien Premier ministre de l'État, Mohamed Ileta, adresse également ses condoléances à la famille et aux proches du défunt. Le ministre de la Communication, le ministre de la Défense, le ministre de l'Équipement et des Transports, le ministre du Travail, le ministre de la Santé, le ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Tourisme, le ministre de l'Équipement et des Transports, donc partagent tous la douleur de la famille éprouvée de feu Saad Omar Guelleh et adressent leurs condoléances au président de la République, à sa famille et aux proches et à toute la communauté portuaire. Le sultan de Sultanat donc de Gobaad, Habib Mohamed Boko, adresse également ses condoléances, ainsi que toute la population de la grande région de Dikil. Le ministre de l'Énergie et le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, adressent également leurs condoléances les plus attristées au président de la République. Le médiateur de la République, Dr Kassim Essar Ousmane, le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, donc l'ambassadeur Mahboub Mouallim, les ambassadeurs de Djibouti en Allemagne, au Japon, en Russie et au Koweït, adressent tous leurs condoléances les plus attristées au président de la République, à la famille du défunt Saad Omar Guelleh, et enfin la direction générale et l'ensemble du personnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti s'associent à la douleur de la famille de feu Saad Omar Guelleh et adressent leurs condoléances au président de la République, à sa famille ainsi qu'aux proches. Également donc dans la série de messages de condoléances, nous avons également les établissements Ousmane Saad et le PDG de la pharmacie Océan Indien, Ibrahim Abdallah Ahmed, communément appelé Napoléon
Napoléon, le groupe Sahara Global Investment et les responsables de l'école ISA donc adressent leurs condoléances au président de la République, à la première dame et à la famille donc du défunt Saad Omar Guelleh, tous prient le Tout-Puissant et Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le cadre de l'extension du programme national de solidarité famille rurale, communément appelé projet intégré de transfert monétaire et renforcement du capital humain, une importante réunion de travail et d'échange d'informations s'est tenue dans les locaux du ministère des Affaires sociales et des solidarités hier. Compte tenu de l'impact positif du PNSF sur les conditions de vie des ménages vulnérables, le gouvernement a mobilisé des fonds supplémentaires auprès des bailleurs pour couvrir l'ensemble des ménages en situation d'extrême pauvreté, d'où l'extension du PNSF qui vise à couvrir 5000 ménages pauvres supplémentaires des régions de l'intérieur avec l'appui de la Banque mondiale. Pour l'identification et le ciblage des potentiels bénéficiaires, il a été indispensable de réaliser des opérations de descente sur le terrain par région. Les équipes étaient constituées des cadres du ministère des Affaires sociales et de solidarité et du secrétariat d'État à la décentralisation, entre autres, mais aussi de l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, et la DIZ, l'Institut national de la statistique de Djibouti, et de plusieurs cartographes. L'objectif de la mission était principalement de communiquer et informer les sous-préfectures ainsi que la communauté sur l'extension du programme national Solidarité Famille, mais aussi de constituer et répertorier déjà les potentiels sites de regroupement et procéder à leur géolocalisation. Et dans son intervention, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a rappelé que ce programme demande beaucoup de patience, également beaucoup d'assiduité. On l'écoute. Effectivement, comme Madame la ministre a bien l'a cité ici, ce travail en soi, c'est un travail colossal. Et quand tu as affaire avec une communauté, avec la population, avec la communauté rurale, vraiment c'est un travail qui demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et beaucoup d'assiduité. Et tu as affaire un peu à des comportements humains, culturels, sociologiques. Donc, nous préférons un peu d'associer notre commentaire et donner un peu notre avis les moments dont les techniciens vont un petit peu nous relater leur première restitution. Et je vous remercie tous. Et pour sa part, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mouna Ousmane Adan, a réaffirmé que la volonté du gouvernement à faire du programme national Solidarité Famille la pierre angulaire d'un système de protection sociale adapté aux besoins des communautés vulnérables du pays. Ce projet de la Banque mondiale, financé par la Banque mondiale et exécuté en collaboration avec le secrétariat d'État chargé de la décentralisation, nous donne l'opportunité de pouvoir étendre les ménages qui vont être ciblés et qui vont bénéficier de ces transferts monétaires, surtout dans les régions de l'intérieur. Le travail qui a été effectué aujourd'hui est un travail de ciblage pour identifier les villages, pour identifier également les possibilités de faire des regroupements, mais également pour nous permettre d'organiser la communauté, parce qu'il y aura un travail très colossal et très structuré à organiser avec cette communauté. Donc j'exhorte vraiment l'ensemble des équipes des deux départements de pouvoir continuer à travailler de façon concertée et rigoureuse pour que ce programme soit mis en exécution de façon correcte et qui respecte les engagements que Djibouti a pris pour la bonne réalisation de ce projet. Et au passage, je remercie vraiment la Banque mondiale d'avoir cru en ce programme national et de soutenir le pays pour pouvoir élargir ses capacités à renforcer le capital humain, notamment à travers un programme de telle envergure. Également dans l'actualité, le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a organisé ce matin donc un atelier de concertation sur le cadre de mise en œuvre des conventions de Rio à Djibouti au Sheraton Hotel. Cet atelier avait pour objectif de discuter et d'échanger avec tous les représentants présents venus des différents ministères et institutions du pays sur les 3 conventions de Rio qui sont la convention sur la diversité et également donc afin de mieux faire face aux divers défis environnementaux et améliorer les efforts pour mettre en œuvre les obligations et les conventions dans le pays. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. La suite de notre journal, ce sera juste après ça.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc au Sheraton Hotel où le ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement avait tenu donc un atelier de concertation sur les cadres de mise en œuvre des conventions de Rio. Cet atelier donc a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Tourisme, Bini Abdallah Omar, qui a annoncé dans son mot d'ouverture donc l'importance que revêt ces travaux. Nous l'écoutons. En juin 1992, à Rio de Janeiro au Brésil, la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, plus connue sous le nom de Sommet de la Terre, a marqué un tournant décisif dans la prise en compte des enjeux environnementaux au niveau international. 3 conventions majeures ont en effet été adoptées. La Convention sur la diversité biologique, la Convention de lutte contre la désertification et surtout la Convention de lutte contre le changement climatique. Pour faire face aux défis environnementaux, à savoir la lutte contre le changement climatique et la désertification, ainsi que la protection de la biodiversité. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet intitulé « Renforcement des capacités nationales pour améliorer la prise de décision et l'intégration des obligations environnementales mondiales » et a pour objectif principal de discuter de la place de ces 3 conventions dans le paysage politique et institutionnel de notre pays et d'échanger sur leur mise en œuvre. À l'instar des nations du monde, la République de Djibouti a ratifié ces 3 conventions dans les années 90 et s'est engagée depuis à prendre ses responsabilités pour assurer un avenir meilleur aux Djiboutiens. Plusieurs engagements et changements décisifs pour notre environnement à tous ont déjà été réalisés par notre pays. La République de Djibouti a réalisé ainsi plusieurs documents de référence dont les plus importants sont la stratégie sur le changement climatique, la stratégie sur la biodiversité et le plan d'action national de lutte contre la désertification, pour n'en citer que cela. Toujours en nouvelle nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu dimanche une délégation de l'EASF, la force en attente de la région Afrique orientale chargée de la promotion de la paix et de la sécurité. Cette délégation, conduite par son directeur, Dr Abdullahi Omar Rebouh, était composée du chef d'état-major interarmé, le général de brigade Charles Rouda Koubana, et de la chef de la composante police de l'EASF, la commissaire adjointe Dina Kassamiri. L'objectif principal de cette visite
à Djibouti étant d'évaluer in situ les installations, les infrastructures de la gendarmerie nationale dans la perspective de l'organisation à Djibouti des sessions de formation au profit des 3 composantes de l'OASF. À cet effet, la délégation s'est rendue au centre d'instruction Cheikh Moussa qui abrite les organismes de formation de la gendarmerie nationale que sont l'école de formation de la gendarmerie nationale et l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, le I3PJ, est accueilli à leur arrivée par les officiers supérieurs du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le directeur de l'OASF et sa suite ont bénéficié d'une visite guidée pour découvrir les infrastructures et installations dédiées à la formation et à l'entraînement du personnel de l'institution. La délégation a ensuite été reçue par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. Au cours de ces échanges avec le chef d'état-major, le directeur de l'EASF a rappelé le rôle et les missions de l'organisation qu'il dirige et fait part de sa satisfaction et celle de ses accompagnateurs quant aux conditions dans lesquelles a été organisée et conduite la visite du centre. Il a enfin félicité le chef d'état-major pour le travail colossal qu'il a réalisé afin de doter l'institution qu'il commande d'infrastructures et d'installations de formation et d'entraînement conformes aux standards et normes en vigueur en la matière. La visite s'est achevée autour d'un repas offert par le chef d'état-major de la gendarmerie au cercle mixte du camp Cheikh Moussa, suivi des échanges de présents et la traditionnelle photo de famille. Le nouveau préfet de la région d'Arta, Mohamed Cherou Hassan, poursuit sa tournée de prise de contact avec les populations composant donc la grande région d'Arta. C'est ainsi que le préfet, accompagné des responsables de la région, s'est rendu auprès de la population vivant le long du corridor routier dans la région d'Arta. À son arrivée, il a été accueilli donc par les responsables de cette population et le préfet a eu droit donc à un bain de foule et à des danses et chants traditionnels. Par la suite, une réunion avec les responsables de ces habitants et de ces corridors. Et beaucoup donc ont félicité le préfet pour sa nomination à ce poste et lui ont assuré donc de leur pleine disponibilité et ont souhaité donc bonne chance au préfet dans ses nouvelles fonctions. L'association Développement Social a tenu au conseil régional de Dikil hier un atelier de visibilité du projet Développement des actions aux effets des changements climatiques dans 2 localités, Ereh et Dadahalou, et de la sous-préfecture de Mouloud. Le projet est financé par le programme de microfinancement, le PMF, du Fonds pour l'environnement mondial, qui s'est fixé comme objectif de soutenir la création de bénéfices environnementaux globaux et la sauvegarde de l'environnement mondial à travers des solutions communautaires et locales qui complètent et ajoutent de la valeur à l'action nationale et mondiale. Le projet impose une implication de toutes les parties prenantes. La cérémonie solennelle d'ouverture a été marquée par la présentation du projet suivie des différentes interventions. L'atelier a été clôturé par un sketch présenté par un groupe sur le changement climatique et en termes d'adaptation. Les autorités ont rendu un vibrant hommage à l'association et ont demandé aux autres associations de postuler et répondre aux appels de propositions. C'est que vous n'êtes pas la seule association à avoir bénéficié de ce financement financé par le FEM. Il y en aura 2 autres. Vous êtes les premiers. Je vous dis, soyez les bienvenus, soyez compétents, persévérez dans ces tâches et soyez utiles à vous-même et à la société. Un grand merci d'abord. Ce que je vous dis aussi, c'est que vous nous trouverez toujours à vos côtés. Nous vous soutiendrons dans toutes vos tâches, quels que soient vos besoins, quels que soient vos soucis, quels que soient vos tracas. Nous les partagerons avec vous et nous vous soutiendrons dans tout ça. En Nouvelle du Monde, à présent, Ankara considère la milice kurde des unités de protection du peuple, principale composante des FDS, comme une organisation terroriste et voit d'un mauvais œil le projet d'autonomie à sa frontière. Si les unités kurdes ont été un allié majeur dans la lutte anti-djihadiste en Syrie, elles sont aussi considérées comme une menace par la Turquie qui a fait pression sur Washington. Le retournement de Donald Trump n'en est pas moins brutal. Le départ des troupes américaines et l'offensive turque qui s'annonce ne feront qu'alimenter la
la résurgence de l'État islamique, préviennent les milices kurdes qui détiennent dans leurs prisons des milliers de djihadistes. Et quant à la population kurde qui vit dans le nord de la Syrie, elle redoute le pire et a manifesté pour appeler les Occidentaux à ne pas l'abandonner. Après le feu vert donné par Donald Trump à la prise de contrôle du nord-est de la Syrie par la Turquie, les FDS annoncent logiquement qu'ils sont contraints d'alléger la sécurité des lieux de détention des djihadistes. Les États occidentaux sont désormais au pied du mur. Et concernant la crise des migrants en Europe, nouvelle tragédie à Lampedusa qui s'est déroulée donc dans la nuit de dimanche à lundi au large de Lampedusa en Italie. Au moins 13 corps sans vie ont été repêchés après le naufrage d'une embarcation et une dizaine de personnes sont toujours portées disparues. Les victimes retrouvées sont toutes des femmes, dont certaines enceintes, et selon certains témoins, il y aurait 8 enfants et d'autres femmes enceintes parmi les disparus. 22 personnes ont par ailleurs pu être secourues. Il y a quelques jours, une cérémonie a eu lieu pour commémorer la tragédie d'octobre 2013 quand 360 personnes étaient mortes noyées. La population de Lampedusa s'est mobilisée à nouveau la semaine dernière, réclamant à nouveau des actions fortes au niveau européen pour mettre fin à ces drames. Et enfin, nous allons parler climat. 2 semaines d'action coup de poing dans le monde, de Sydney à Londres. En passant par le Cap, les militants écologistes d'Extinction Rebellion ont entamé hier 2 semaines d'action coup de poing dans le monde pour dénoncer l'inaction criminelle des gouvernements face à la crise climatique, entraînant des dizaines d'arrestations. 2 semaines après l'appel plein de colère de Greta Thunberg aux dirigeants de la planète à l'ONU, Extinction Rebellion, mouvement né en 2018 au Royaume-Uni qui prône la désobéissance civile, a promis de semer la pagaille dans les capitales du monde entier en menant des actions d'abord en Nouvelle-Zélande et en Australie, puis en Europe. À Londres, qui s'annonce comme un épicentre de la mobilisation, quelques activistes se sont enchaînés à l'aube à une remorque supportant un faux missile balistique Trident aux abords du ministère de la Défense pour exhorter le gouvernement à utiliser les fonds publics contre le changement climatique. Les militants qui souhaitent bloquer Westminster où sont concentrés les lieux de pouvoir de la capitale britannique mènent eux des actions sur plusieurs sites dont le pont qui fait face à Big Ben que la police a fermé à la circulation. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.